Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur du clustering Hyper-V en mode failover sur Windows Server 2012 R2. Hyper-V c'est un gestionnaire de machines virtuelles, c'est un hyperviseur. Le clustering Hyper-V c'est un cluster, donc une agrégation de serveurs Hyper-V. En gros c'est un immense serveur Hyper-V qui va en fait utiliser les performances de nombreux serveurs Hyper-V qui lui seront rattachés. Le failover, c'est du clustering avec basculement. Si on a deux serveurs Hyper-V qui forment un cluster en failover, si un de ces deux serveurs Hyper-V vient à cracher, le second prend automatiquement le relais. Pour ceci, on va utiliser trois Windows Server 2012 R2. Donc on aura un DC, un Hyper 1, un Hyper 2. Vous l'aurez compris, le rôle de serveur Hyper-V sera attribué à Hyper 1 et Hyper 2. Pour la création d'un cluster, l'utilisation d'un domaine est obligatoire. C'est pourquoi DC sera notre contrôleur de domaine. Sur ce même contrôleur de domaine, on aura du stockage iSCSI puisqu'on installera par la même occasion un service de fichiers, donc le serveur cible ISCSI ou iSCSI. C'est l'équivalent des data stores pour VMware. Et donc on va créer un disque dur iSCSI qui sera l'équivalent d'un LUN VMware qu'on attribuera, on le verra tout à l'heure, via l'initiateur iSCSI sur chacun de nos serveurs Hyper-V pour l'attribuer au cluster 0, donc le cluster Hyper-V sur lequel on aura du failover. J'ai choisi de faire cette vidéo sur VMware Workstation 12 et donc tout de suite on passe à la partie pratique. Je vais nous mettre en plein écran. Je vais sur DC. Dans mon gestionnaire de serveur, je vais sur Gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Installation basée sur un rôle. Je choisis bien mon serveur DC et je vais installer le rôle Service ADDS qui est Active Directory Domain Service. Par la même occasion, ce n'est pas obligatoire, je vous encourage quand même à le faire, je peux installer le rôle de serveur DNS qui permet en fait de faire la traduction entre les noms de domaine et leur adresse IP des machines de votre réseau. Je descends un peu, je vais l'installer mais on le verra plus tard. Donc dans service de fichiers de stockage, je déroule le service de fichiers et iSCSI et je vais installer le rôle de serveur cible iSCSI qui est ici. On verra tout à l'heure comment l'initialiser. Pas de fonctionnalité pour le moment. Suivant, suivant et installé. Sur nos serveurs Hyper-V, je vais en profiter tout de suite. Donc pareil, dans gestionnaire de serveurs, gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. C'est une installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Sur le serveur Hyper 1, je vais installer le rôle Hyper-V. Suivant, suivant, suivant. On laisse tout par défaut installé. Je fais la même manipulation sur mon serveur Hyper 2. Gérer, ajouter des rôles. Suivant. Installation basée sur un rôle. Sur Hyper 2, je choisis d'installer le rôle Hyper-V. Et installer. Je reviens sur notre serveur DC. Une fois que l'installation de notre Active Directory Domain Service sera terminée, il nous restera à promouvoir notre serveur en contrôleur de domaine. Donc voilà, pour cela, vous allez ici, dans l'onglet des notifications, et vous choisissez promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc on arrive sur l'assistant de configuration des services Active Directory. Je choisis d'ajouter une nouvelle forêt que je vais appeler processus.local. Suivant. Évidemment, sur nos serveurs Hyper-V, l'installation du rôle Hyper-V nécessite le redémarrage du serveur. Ce que je vais faire tout de suite. Hop, on revient sur DC. Le niveau fonctionnel de la forêt, c'est bien du Windows Server 2012 R2. Les fonctionnalités de contrôleur de domaine. Serveur DNS, on le retrouve.
Le service RODC, ce n'est pas la peine. Vous choisissez votre mot de passe de restauration des services d'annuaire. C'est dans le cas où vous choisiriez de rétrograder ce serveur qui est contrôleur de domaine. Si vous choisissiez de le rétrograder en simple serveur Active Directory, hein, c'est-à-dire qu'il ne serait plus contrôleur de domaine. Donc choisissez un mot de passe que vous vous souviendrez si vous voulez faire marche arrière un jour. Je choisis de ne pas faire de délégation DNS, ça ne sert à rien ici. Le nom de domaine NetBIOS, il va m'être attribué automatiquement via le nom de la forêt que j'aurais donné tout à l'heure. Donc ici, on va retrouver le nom de domaine NetBIOS processus. Je clique sur suivant. Les chemins d'accès. On va les laisser par défaut. Je rappelle que ce sera des répertoires qui seront partagés. Il nous demande de vérifier les options, c'est bon pour moi. Et il met en place la vérification de toute la configuration. Le serveur va redémarrer automatiquement pour mettre en place le rôle de contrôleur de domaine. Donc, dès que ce sera terminé, on en profitera pour revenir sur nos serveurs Hyper-V. Je vous rappelle également qu'on a installé le rôle de serveur de fichiers. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc toutes les vérifications de la config ont donné satisfaction. Donc je peux choisir d'installer mon rôle de contrôleur de domaine. Et donc sur nos serveurs Hyper 1, Hyper 2, je vais tout de suite les inclure au domaine dès le redémarrage de mon contrôleur de domaine. Je vais laisser le gestionnaire de serveur se mettre en route. Donc pour cela, rien de plus simple. Un petit clic droit ici, dans Système. Et ici, vous pouvez choisir en fait de modifier les paramètres. Modifier, et là vous avez domaine. Pour qu'un domaine fonctionne mieux, je vous conseille d'aller dans les paramètres de votre carte réseau. Un petit clic droit, propriété. J'en profite tant que je suis là pour les adeptes du désactiver IPv6, réactivez-le. Le clustering Hyper-V nécessite obligatoirement la fonctionnalité IPv6 d'activer, le pare-feu d'activer. Vous allez chercher pendant très longtemps si cela n'est pas activé. Donc je reviens à notre explication. Vous choisissez le protocole IPv4, propriété. Ici, on est sur Hyper 1, donc on est sur notre machine en 10.250.239.11, un masque en /24, et je vous conseille de mettre votre serveur DNS 10.250.239.100, qui est l'adresse de DC. Merci Microsoft. Hop. La même chose sur Hyper 2. Hop, onglet système, modifier les paramètres, j'en profite pour aller dans le réseau, pour modifier les paramètres de la carte en IPv4. Ici on est sur Hyper 2, donc 10.250.239.12, en /24 toujours, 10.250.239.100. Est-ce que mon serveur DC est redémarré? Pas encore. Le rôle de contrôleur de domaine est assez long à mettre en place. Donc là, pour cette vidéo, j'ai choisi de travailler sur un disque dur SSD sur lequel j'ai mes 3 machines virtuelles. Je vous encourage vivement à le faire. Rien que pour le démarrage d'un Windows Server 2012 R2, le démarrage sur un disque HDD classique de 5400 tours prend 30 à 40 secondes. Sur du SSD, dès le démarrage, on met à peu près 10 secondes. Voilà, c'est quand même beaucoup plus rapide.
Je vous rappelle également que le SSD supporte très mal les hyperviseurs, puisqu'il y a des I/O entrées-sorties tout le temps et que ça use beaucoup les SSD. Si vous souhaitez faire de la virtualisation sur du SSD, prenez du SSD, on va dire bas de gamme, un 120 Go, ça suffit très bien. Prenez vraiment du pas cher que vous puissiez le renouveler assez souvent. Sur Hyper 1 et Hyper 2, pendant que notre contrôleur de domaine est en train de se mettre en place, on peut également choisir d'activer l'initiateur ISCSI. Donc pour cela, je vais répéter la manip sur Hyper 2. Je viens dans le petit bureau Modern UI, je tape un init, il va me proposer de lancer l'initiateur ISCSI, et quand je clique dessus, petit message d'information, le service Microsoft XCOSY n'est pas en cours d'exécution. Pour démarrer le service maintenant et le configurer pour qu'il s'exécute, cliquez sur le bouton oui. Voilà, tout simplement. Je reviens sur DC qui est maintenant en place. Je vais me loguer donc sur ma forêt processus, ou du moins mon domaine, en tant qu'administrateur. Il me crée une nouvelle session. Je vérifie mes paramètres de ma carte. 10.250.239.100 sur un /24. Mon serveur DNS préféré, 127.0.1.0.1, c'est moi-même. Tout est bon jusque-là. Et si je retourne dans l'onglet Système, je vois que mon DC appartient directement au domaine processus.local. Évidemment, un contrôleur de domaine qui n'appartient pas à son domaine, ce serait problématique. Alors, sur Hyper 1 et sur Hyper 2, je peux choisir du coup de modifier et de m'inclure au domaine processus.local. Tout de suite, le petit message qui apparaît, je m'identifie en tant qu'administrateur pour m'inclure au domaine. Bienvenue dans le domaine processus.local. Évidemment, un redémarrage est nécessaire pour être inclus au domaine. Hop, même chose, je m'identifie en administrateur. Tac. Redémarrer maintenant. Sur mon DC, on verra tout à l'heure ce que j'ai mis en place. Donc, dans les outils, je vais choisir gestion de l'ordinateur. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez préparer tout de suite dans l'onglet stockage, gestion des disques. J'ai choisi de mettre en place un second disque. Donc là, j'ai mon disque de base, le disque 0, qui en fait contient ma partition système. J'ai choisi de mettre en place un second disque, qui sera en fait le Datastore. C'est ce disque-là qui me permettra d'attribuer un LUN à mon cluster. Je reviens sur Hyper 1. Et cette fois-ci, je ne vais pas m'identifier en Hyper 1 administrateur. Je vais choisir de m'identifier sur ma forêt, donc processus administrateur. Il va me créer forcément une nouvelle session. Hop, voilà, on le voit ici. Même chose pour Hyper 2. Je ne vais pas sur Hyper 2, je vais sur mon domaine. En administrateur. Et tout de suite, on peut choisir gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Je vais passer directement à la sélection du serveur. On ne va pas installer un rôle. On va installer une fonctionnalité qui est la fonctionnalité de clustering avec basculement. Ajouter. Suivant. Et installer. Même chose pour Hyper 2. Gérer. Ajouter des rôles.
je passe directement à la sélection du serveur. Je n'installe pas un rôle, j'installe une fonctionnalité clustering avec basculement. Sur mon DC, je choisis l'outil DNS. Sur DC, les zones de recherche directe, je choisis ma forêt. Là, je vois que j'ai bien un hyper 1 qui pointe vers 10.252.139.11 et un hyper 2 qui pointe vers 10.252.139.12. Donc, je vais laisser tranquillement s'installer la fonction de clustering avec basculement. C'est bon pour hyper 1. Je vais attendre la fin sur hyper 2. Et ensuite, on va pouvoir installer, plutôt configurer notre cluster avec nos deux serveurs Hyper-V. Donc, il faut bien attendre l'installation sur les deux serveurs. Ensuite, je vais dans Outils et je choisis Gestionnaire du cluster de basculement. Hop. Donc j'ai un petit assistant qui s'ouvre. Ici, je peux choisir. Je vous conseille de valider la configuration avant. Évidemment, nous, on ne va pas le faire puisque ce serait trop long. Je vais tout simplement créer le cluster tout de suite. Suivant. Ici, je vais intégrer les serveurs qui vont faire partie de mon cluster. Je choisis hyper1.processus.local et hyper2.processus.local. C'est là que le rôle de serveur DNS est très important, puisqu'en fait, il va faire la traduction. Je n'ai pas besoin du support de Microsoft pour ce cluster. En fait, Microsoft va vous permettre de faire des tests pour vérifier que votre cluster est bien validé. Le nom du cluster, cluster 0. L'adresse IP du cluster, 10.252.139.10. Suivant. Ici, je vais confirmer que mon cluster contient deux nœuds, hyper 1 et hyper 2, et son adresse IP. Suivant. Il va donc me créer mon cluster, qui s'appellera cluster 0, son adresse IP, 10.252.139.10. Le cluster a bien été créé. Ici, dans gestionnaire de cluster, je vois que maintenant j'ai un cluster 0.processus.local. Si je déroule, je vois que dans rôle, je peux maintenant configurer des ordinateurs virtuels. Mais pour cela, j'ai besoin d'avoir un LUN qui m'est attribué. Dans l'onglet stockage, je n'ai pas encore de disque. Si je fais ajouter un disque, aucun disque n'a été trouvé. Donc je retourne sur mon serveur DC. Dans l'onglet disque, alors, ici je vois que j'ai un disque virtuel qui existe bien ici. Donc je vais aller dans iSCSI. J'ai bien un LUN qui est créé. Donc on va affecter, on va choisir une nouvelle cible pour... En fait, j'ai déjà affecté ce LUN à ces deux serveurs Hyper-V. Vous faites nouvelle cible, vous choisissez le nom de votre cible, tout simplement. Et ici, vous pouvez choisir d'attribuer ce LUN à vos serveurs Hyper-V via leur nom qualifié, leur IQN, le nom DNS, l'adresse IP ou l'adresse MAC. Moi, je l'ai fait directement via l'IQN. L'IQN que vous pouvez retrouver donc directement sur l'initiateur ISCSI. Vous lancez votre initiateur. Dans l'onglet configuration, ici, vous avez votre IQN. IQN qui est différent pour chaque serveur. Tac. Ensuite, dans serveur, paramètres de cible, j'ai bien mon adresse IP 10.252.139.100 qui est attribuée et qui est connectée.
Dans l'onglet découverte, je vais découvrir un portail 10.252.139.100. Hop, les cibles, j'ai bien DC de serveur Hyper-V en target. Je me connecte. Mon statut est bien connecté. Même chose sur Hyper2, je vais lancer l'initiateur iSCSI. Hop. Je vois bien que dans configuration, j'ai mon IQN qui apparaît. Dans découverte, découvrir un portail 10.252.139.100. Dans les cibles, je me connecte. Hop, hop. Voilà. Ensuite, gestion de l'ordinateur. Stockage, gestion des disques. Et là, je vois que j'ai un disque 1 qui est hors connexion. Clic droit, en ligne. Et ensuite, je vais retourner dans mon gestionnaire de cluster. Je clique sur ajouter un disque et il détecte automatiquement le disque 1. Hop. Il est en stockage disponible. Donc pour cela, je vais le mettre hors connexion. Clic droit, ajouter au volume partagé de cluster. Clic droit, mettre en ligne. Toc. Tout de suite, je vais voir que dans ces deux points, j'ai un cluster storage qui existe, qui est en fait mon LUN qui est attribué au cluster. Et j'ai absolument le même sur mes deux serveurs. Et donc là, si je retourne sur Hyper 1, je vais dans Rôle, Ordinateur virtuel, Nouvel ordinateur virtuel. Je choisis un de mes nœuds, donc là je vais laisser Hyper 1. Suivant. Je vais créer un nouvel ordinateur virtuel qui sera ma VM de test. Et je stocke l'ordinateur virtuel à un autre emplacement qui va être ces deux points cluster storage. J'ai un volume 1 qui a été créé. Sélectionner un dossier. Je lui donne 1024 de RAM. Je vais utiliser la mémoire dynamique. C'est pas du tout conseillé. La mémoire dynamique est très peu efficace par rapport à la mémoire non dynamique. Mais pour les besoins de cette vidéo, je vais la cocher quand même. Je n'ai pas besoin de le connecter. Je crée un disque virtuel qui est dans ces deux points cluster storage. J'installerai un système d'exploitation ultérieurement. Et je crée ma VM. Voilà, et donc on a une description réussite. Arrivé ici, je vois que ma VM de test est sur le nœud Hyper 1. Ok. Donc on va aller sur Hyper 2. On va se rendre dans les rôles. Ma VM de test est désactivée. Je vais me connecter. Hop, je la démarre. Donc je suis en train de me connecter sur ma VM de test. On voit que le nœud propriétaire est Hyper 1. La VM est en cours d'exécution. Est-ce que tu peux me fermer cette fenêtre? Voilà. Ma VM est bien en cours d'exécution, je le vois ici. Et on va planter Hyper 1. Boum. Hyper 2 va me dire qu'il n'arrive plus à se connecter sur VM de test sur Hyper 1. Mais je vois que le nœud propriétaire ici a changé et on est passé sur Hyper 2. C'est-à-dire que mon serveur Hyper-V, mon Hyper 2, s'est rendu compte qu'Hyper 1 ne répondait plus et tout de suite il a pris le relais de la VM. Et donc ici, si je me connecte,
Donc là j'étais sur Hyper 1, là je suis sur Hyper 2. Et je vois que ma VM est toujours en cours d'exécution, hein. Bon, ça met du temps à charger dans le player, mais on voit que ici, voilà, ma VM n'a pas redémarré en fait. C'était vraiment du failover sans coupure. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et vous abonner à ma chaîne. Merci, bonne journée.